Bonsoir à tous, on se retrouve pour la dernière de l'année. Bienvenue dans la feuille de match, votre émission de football. Pas de pronostic pour le coup, puisqu'il n'y a pas de grille à décortiquer en fin d'émission. Émission de football qui sera consacrée au débrief de la Coupe du Monde. Et puis on va se projeter un peu sur ce qui va arriver dans les prochains jours, à savoir le retour de la Ligue 1 dès le 28 décembre prochain, avec une journée programmée le 28 et une autre déjà programmée les 1er et 2 janvier 2023. Donc on sera en France en mode boxing. Avec moi pour parler football ce soir, Maître Pascal Bon. Bonsoir Pascal. Bonsoir Rouni, bonsoir à tous, bonsoir à tous les passionnés de foot. Bonsoir Patrice Basile en Père Noël. Ouais, bonsoir. J'espère que la hotte est bien remplie. Elle est remplie. On est prêt pour la tournée. La distribution de cadeaux, c'est bien. Bonsoir Guillaume Michaud, El Argentino. Ah, buenas todos. Ça va? Ah, il est content, hein, le mec, il arbore fièrement. Il n'a pas encore les 3 étoiles, non, c'est encore l'ancienne version. Ouais, bon, écoutez, on va vous offrir ça, on va demander ça au Père Noël, on va vous offrir ça. On aura tout à l'heure également un invité en studio, il s'agit de Benjamin Corandi de Guadeloupe la Première qui viendra également nous éclairer durant cette émission. Messieurs, nous allons commencer par le match pour la 3e place entre la Croatie et le Maroc. Hein, on va prendre ça dans l'ordre chronologique. Le match a eu lieu le samedi dernier, donc les Marocains qui finalement terminent 4e. Les Croates descendent d'un rang également puisqu'ils étaient 2e en 2018, tout comme la France d'ailleurs. Hein, ils étaient 2e en 2018 et ils finissent 3e. Et la France qui était première en 2018 termine 2e. Messieurs, le Maroc-Croatie, c'était un match comment? Vous l'avez vécu comment? Alors, si on s'intéressait un petit peu au duo de l'entraîneur marocain, c'est, on va dire, le bal des cons. Mais finalement, ça a été un match super plaisant. Encore une fois, je l'ai dit, on l'a dit tout à l'heure, je vais encore le dire, c'est le mondial des superlatifs. En général, personne ne s'occupe, personne n'a d'intérêt pour le match de la petite finale, la 3e place, mais c'est un match déjà où les deux équipes ont ouvert le jeu, n'ont pas fermé en mettant que les remplaçants et en se désintéressant de nous produire une belle prestation. Et encore une fois, à ce niveau-là, on sent bien, et peut-être qu'on va revenir là-dessus. Je pense vraiment que la Croatie a eu un vrai coup de pompe face à l'Argentine parce qu'on a retrouvé les vrais Croates avec la technique, la précision et puis en face. Mais le Maroc n'a pas démérité parce que le Maroc aussi a inscrit un magnifique but, que des beaux buts. Oui, les 3 buts sont magnifiques. 2-1 pour la Croatie. On va dire un peu aussi dans le style de l'historique du mondial. La logique est respectée. Voilà, la Croatie est quand même une grande nation. Et que dire sinon que la performance à retenir d'une équipe, d'un pays qui fait que 5 à 6 millions d'habitants et qui nous donne, en tout cas, soit un demi-finaliste, soit un finaliste quand même sur deux éditions. Moi je pense que c'est pas mal. C'est un superlatif. C'est tout le paradoxe de cette compétition où le 3e est plus heureux que le second, puisque le 3e a fêté sa 3e place, qui était en fait cette finale a été pour la Croatie, je crois, une récompense parce qu'ils méritaient d'être là et en même temps ils ont fait une belle Coupe du Monde, hein, incontestablement, deux prolongations, 2 séances penalty brillantes. Et puis le Maroc, héros, hein, quoi qu'on en dise, héros de cette Coupe du Monde, qui était rincé, non, ça, évidemment, pour ce match, mais qui a tout donné à nouveau. Et ils ont, eux aussi, reçu une ovation dans leur pays, ce qui est normal. Je pense qu'il faudra qu'on compte sur ce Maroc dans les prochaines années, parce que c'est vrai que ce pays nous a montré beaucoup de belles choses. Ça m'a rappelé, comme je vous ai dit la dernière fois, la France des années 80, une nation émergente qui, pour l'instant, était un petit peu méconnue et qui maintenant s'est révélée au monde, et tant mieux, parce que c'était une belle équipe. C'est vrai, ils ont fait un magnifique parcours avec cette 4e place qui reste quand même un exploit pour une équipe de la Confédération africaine. Après, en plus, on avait peur parce que Riccardi avait annoncé des changements et puis finalement, on a eu quand même une équipe pas loin d'avoir l'équipe titulaire. Et ils étaient quand même un peu fatigués, ça s'est senti un peu sur la fin de match. Voilà, c'était compliqué de revenir. Donc voilà, félicitations aux Croates et puis Modric qui sort par la grande porte quand même, un grand monsieur du football. Voilà. Mais bon, c'était quand même l'amuse-gueule avant la finale, on va pas se mentir. Mais l'amuse-gueule de choix. L'amuse-gueule. C'était à l'image de la finale qui, elle, était... on en parlera, mais... Voilà. On en parlera, soyez pas pressés, on va bien évidemment Alors, en j'allais parler. faire un petit tour au niveau du classement FIFA, et pareil, il y a de quoi dire, puisqu'on a 3 équipes qui sont nos européennes sous les 15 premières, et maintenant on a le 11e qui est le Maroc, à côté du Mexique et du Brésil. Le Brésil qui est toujours en tête. Il y a le Mexique, mais après... Je crois que c'est Brésil, l'Argentine aussi un petit peu. Argentine, France. Voilà, 4. Et le reste, la Belgique qui a perdu des places, c'est normal. Et l'Angleterre est pas loin. Mais sinon, hors européen, s'il n'y a que ces 4 là,
Et donc maintenant, le Maroc fait partie à la 11e place. Messieurs, le Maroc qui donc finit 4e de la Coupe du Monde, est-ce que selon vous, on en parle, alors beaucoup de gens disent que c'est l'avenir du football africain, les Marocains vont faire parler d'eux dans les prochaines années, est-ce que tout ça peut rester, est-ce que ça peut être le cas ou est-ce que c'est pas fétu de paille? Moi, je pense que c'est pas que le Maroc en fait. Bon, il se trouve que ce soit le Maroc qui allait en demi-finale, mais on aurait pu imaginer le Sénégal en demi-finale ou quelques équipes africaines. On voit que sur la dernière CAN, le niveau global des équipes africaines, je trouve, a pas mal augmenté. Et je pense que c'est ça qui explique qu'aujourd'hui, on a une équipe. C'est le nombre, c'est les statistiques qui font qu'on réussit à avoir une équipe en demi-finale. Donc non, moi, ce sera peut-être pas le Maroc dans 4 ans, mais il faudra surveiller les équipes africaines en sachant qu'elles seront pas 5 cette fois-ci, mais 9. Donc voilà, le danger sera doublé pour les autres continents. Et puis l'équipe non européenne, comme on disait, le Japon par exemple, ou oui, l'Asie, les États-Unis, puisqu'ils sont chez eux. Voilà une belle équipe. Et c'est vrai que pour le Maroc, je pense que le paramètre qui sera à prendre en compte, c'est un petit peu à l'opposé que de la France, c'est la pyramide des âges. Bon, c'est vrai que dans l'équilibre, il faut trouver des jeunes qui puissent, parce que Ziyech n'a pas 21 ans. Hein. Hakimi non plus. Hakimi, on peut rester, mais il y a quelques joueurs qui vont devoir peut-être être un peu juste pour la prochaine coupe. Donc il faudra trouver un nouvel équilibre avec toujours son ADN de jeu qu'il a su insuffler en quelques mois. Moi j'ai eu l'impression que cette Coupe du Monde, c'était aussi la Coupe du Monde des coachs. Ouais. Parce que quand on parle de Scaloni, on en parlera tout à l'heure, quand on parle de Deschamps, qu'on parle de Hervé Renard, qui a réussi des choses incroyables aussi avec l'Arabie Saoudite, ou qu'on parle du Maroc avec ce coach fabuleux aussi qui les a fait se sublimer, on peut le dire. Comment ne pas se dire que quand on regarde par exemple le Sénégal ou le Cameroun qui sont venus faire une prestation somme toute assez fade, on comprend pourquoi le Maroc est arrivé en demi-finale, parce qu'ils sont arrivés avec l'envie d'avoir envie, c'est ça. Hein, ils ont un coach qui les a sublimés, comme on dit, qui les a poussés au-dessus de leur retranchement. On n'avait jamais vu Bouffal jouer comme ça. On n'avait jamais vu, même Hakimi. Même celui qui joue à Angers, je veux dire, moi, je l'ai découvert. Oui, je l'ai découvert. Alors, on parle tous les week-ends de Ligue 1. Ce mec, je ne l'avais jamais vu. Mais c'est un brillant joueur. Je veux dire, il est brillantissime. Même Amrabat qui remplacera la Fiorentina. C'est un crack pendant la Coupe du Monde. C'est clair, c'est clair. Mais c'est aussi peut-être le fait de la préparation. On a parlé, les 2 semaines de préparation qui ont peut-être nivelé également. Mais les coachs ont joué leur rôle et c'est vrai que les meilleurs coachs sont arrivés à franchir les caps des quarts de finale et les meilleures équipes se sont retrouvées finalement en demi-finale. Il n'y avait pas d'injustice à ce niveau-là. À part peut-être le Brésil où je trouvais qu'il y avait une petite injustice quand même parce que je trouve qu'il méritait d'être en demi-finale. Il méritait d'être en demi-finale, messieurs. Donc le Maroc, on dira grand espoir du football africain, en tout cas aujourd'hui porte-étendard du football africain. La Croatie un peu déclinante quand même parce que les cadres ne sont pas si jeunes que ça. Même si c'est un pays qui a l'habitude de fournir de grands joueurs, est-ce qu'on peut imaginer les revoir dans 4 ans à pareille fête? Déjà que là, on se disait il y a 4 ans, est-ce qu'ils seront là dans 4 ans? Là, ça commence à être limite en âge. Hein. Vous voyez Modric, c'est quoi, 38 ans quasiment. Mandzukic est parti. C'est que des trentenaires, donc non, ça va être compliqué. Le seul espoir, c'est le central. Donc Vardiol, oui, il a 20 ans. Lui, effectivement, on risque de le voir pendant un petit moment. Le masqué. Ça va être le mystère. Encore une fois, un superlatif de la Coupe du Monde. Pour moi, c'est le meilleur défenseur central de la Coupe du Monde. C'est loin. Même si Messi, extraordinaire. Mais sinon. Non. Mais mis à part lui, c'est vrai que les autres joueurs sont relativement vieux. Livakovic est jeune. Je crois que c'est ces deux-là en fait. Mais après, on aura un indice à l'Euro. Oui. Dans 2 ans, on verra qui pourra réussir à faire la transition des générations. Parce qu'ils avaient été sortis très difficilement par l'Espagne. C'est ça. En quart de finale. Donc si on parle de l'Europe, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de déceptions. La principale déception, effectivement, c'était la Belgique, qui avec ses vieux joueurs, n'a pas été à la hauteur du tout. On savait qu'il y avait des tensions, mais bon, ça n'explique pas tout. L'Allemagne aussi. L'Allemagne, déception également. L'Espagne, déception. Mais je pense que c'est intéressant, comme disait tout à l'heure Oni, c'est au-delà du nivellement, je pense qu'il y a eu le gommage définitif du complexe d'infériorité. C'est surtout ça. C'est ça. Quand on voit, alors, je sais pas si vous allez peut-être comprendre ce que je veux dire. En général, bon, à les petites équipes parlaient comme si on vient faire quelque chose à la Coupe du Monde. Non, moi j'ai vu toute la Coupe du Monde.
Je prends l'exemple de l'entraîneur du Maroc. Il a vraiment parlé comme si il était un entraîneur voilà, de haute facture et qu'il va dans l'état d'esprit. Voilà, il était là. Je crée, je viens contre la Belgique. Ah, je crée. Non, le gars, il vient. Mais est-ce que c'est pas là, justement, est-ce que c'est pas là où les clubs, les équipes africaines doivent travailler mentalement à ne pas venir en faire de la figuration ou juste participer, mais se dire, nous aussi, on peut gagner. Parce que, au final, tous ces mecs qui jouent dans les équipes africaines jouent en Europe. Oui. Donc c'est dans la tête. C'est dans la tête. Oui. Bah oui. C'est ça que j'ai aimé l'attitude, même s'il est un peu militaire de Samuel Eto'o, le président de la Confédération. Il a dit, moi quand je vous emmène en Coupe du Monde, c'est pour gagner la Coupe du Monde. C'est pas pour, on est africain, on a l'habitude, on essaie de passer les huitièmes. Non, les gars, il faut avoir un état d'esprit où on va aller loin. Et c'est comme ça qu'on réalise des choses. Le Maroc peut servir, selon vous, de catalyseur, Patrice? Oui, certainement. Décomplexer un peu. Décomplexer les Africains. Le Cameroun, c'est un très bon exemple, on en parlait. On sent que. Les joueurs jouent dans tout le monde. En Allemagne. On a senti même en cours de compétition que le Cameroun évoluait parce qu'il y a eu pas mal de rebondissements, le départ de Nana, tout ça. Et c'est une équipe, peut-être dans 4 ans, ce sera le Maroc de 2022, c'est tout à fait possible. Il y avait eu la Tunisie il y a 2 ans, à la CAN, qui était favori, ultra favori. L'Algérie, pardon. Ouais. Qui était ultra favori avec tous ses joueurs, et finalement ça a été un flop. Ouais. Et finalement le Maroc sort son épingle du jeu. Non, je pense que là, les Cameroun et les Sénégal, ils ont pris un coup dans la tête en se disant, mais effectivement, il faut qu'on se remette en question. Mais je pense que Eto'o, au lieu d'être président de la fédération, il aurait dû être coach. Parce qu'il a plus l'étoffe d'un coach, à mon avis. Voilà, parce que les sous, bon, il fallait choisir l'ordre aussi dans la. Il pouvait être président en même temps, donc voilà, faut trouver le bon chemin. C'est ça qui est incroyable avec le football, c'est que d'une année à l'autre, on pourra émerger une équipe, une génération qui est capable de créer la surprise, comme ça a été le cas pour le Maroc, mais il y en aura peut-être d'autres. Hein. C'est possible. Ouais, l'Australie, c'était pas mauvais, finalement. L'Australie, les États-Unis. Japon, ces 3 équipes-là, il faudrait les surveiller dans. En tout cas, je retiens, et je pense que nous sommes unanimes sur le plateau, que cette Coupe du Monde a un peu décomplexé toutes les équipes, parce qu'on a vu l'Arabie Saoudite battre le champion du monde quand même. Je crois que ça a commencé par là d'ailleurs. Ça a commencé par là. Ouais. Donc l'histoire de petite équipe, ça n'existe plus. Le complexe des petites équipes, c'est fini. Alors ça veut dire que finalement, on en revient là, une fois qu'au niveau technique, il y a un nivellement par le haut, eh bien, la différence est sur l'aspect mental, l'aspect préparation, l'aspect coaching purement, on va dire, du développement personnel maintenant. C'est la grande mode. Pourquoi d'après vous, en Coupe de France, par exemple, il y a des équipes de National 1 qui battent des équipes de Ligue 1? C'est parce que, justement, il y a une surmotivation des petits, et c'est vrai que certaines équipes imaginent qu'elles sont déjà arrivées, qu'elles n'ont pas besoin de faire les efforts supplémentaires. Ça a été finalement le cas de l'Argentine, notre premier match, qui est arrivé en disant, bon, nous, on va être champion du monde, on va se préserver pour les premiers matchs, et pas du tout. Ils sont tombés sur une Arabie Saoudite qui avait les crocs, comme on dit, et il a fallu que tout de suite, ils comprennent que, voilà, s'ils veulent être champions du monde, il faut qu'ils mettent la carburation tout de suite. Et c'est ce qu'ils ont fait. Messieurs, je sens que vous trépignez d'impatience à l'idée de parler de la finale de la Coupe du Monde remportée par l'Argentine. Je vous promets que ce sera dans un court instant, juste après ça. Retour sur le plateau de la feuille de match. Je sais que vous trépignez d'impatience à l'idée de parler de la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. Mais juste avant, encore un peu de patience, il y a Benjamin Corandi qui a fait une entrée remarquable sur ce plateau. Bonsoir Benjamin. Fracassante d'ailleurs. Fracassé. Bonsoir messieurs. Voilà, Benjamin Corandi de Guadeloupe la Première qui nous a rejoint pour cette deuxième partie d'émission. Les amis, on va parler de la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. Une finale où on est passé par tous nos états, ici, on peut le dire. Exactement, hein. Moi j'ai allé chercher mon dictionnaire dantesque, pittoresque, romanesque parfois. Non, mais voilà, c'est vraiment. Ubuesque même. Ubuesque aussi. C'est la première fois que, sans prendre du recul, on sent déjà que c'est parmi les 2-3 meilleurs matchs de la Coupe du Monde depuis l'histoire de la Coupe du Monde. On pense déjà à ce France-Brésil 86, Stade midi, mais c'est vrai que ce match-là, voilà, pour tout, en tout cas tous les supporters, les joueurs, même les gens qui sont pas spécialistes du foot, ils ont vibré avec des ascenseurs, comme on dit le mot, tout le monde était des ascenseurs émotionnels, avec pour chacun des temps forts et la gestion des temps faibles. Et puis voilà,
Moi, j'étais sur mon pari, j'ai gagné mon pari, je suis assez satisfait quand même, parce que je suis passé aussi par les moments difficiles à la fin, à partir de 82 minutes. Mais c'est vrai qu'on nous a assisté à un super repas, un super dîner, déjeuner à 11h ce dimanche. Sauf que il y a eu la première heure. Il y a eu cette première heure où on a... Les Français, tu parles? Oui. Où les Français n'ont pas vraiment compris ce qui arrivait à leur équipe. Méconnaissable, comme on dit, fantasmagorique, fantomatique. Fantomatique. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils avaient fait le match avant le match? C'est possible aussi. Griezmann, Giroud, absent. Et quand on voit un petit peu ce qui est passé dans le vestiaire, c'est vrai que même dans le vestiaire, ils ne comprenaient pas. Et il a fallu effectivement la deuxième mi-temps pour que tout commence. Donc, la vraie question, c'est pourquoi il y a eu cette première heure qui a fait que la France a fait son plus mauvais match depuis fort longtemps. Est-ce que c'était le fameux virus? Est-ce que c'était le fameux Covid? Puisqu'on a parlé de Covid, on a parlé de laryngite, enfin... Chameau. La maladie du chameau. Le virus du chameau. Toujours est-il que moi, j'étais persuadé à la fin de la première mi-temps qu'on allait en prendre 4. Déjà ça, c'était réglé, quoi. Et après, il y a eu la deuxième mi-temps. C'est vrai que c'était un match wow. Incroyable. Franchement, il n'y a pas de mots pour décrire. Et en plus, quand on regarde effectivement, tu parles de la première heure, mais c'est même plus que ça, c'est 70 premières minutes ou même 75. 78. Il marque la 79e minute, effectivement. Mais l'écart technique, l'écart tactique, l'écart même mentalement, quoi, c'était énorme. Et là, on se disait, on s'acheminait vers un. En fait, il y a plusieurs matchs. Il y a une sorte de France-Brésil 3-0 avec l'Argentine dans le rôle de la France. On se dit, ça va être plié. Il y a des gens qui sont partis au trou à l'aide à la 80e minute, ils sont revenus, ils n'ont pas compris là, qu'est-ce qui se passe. Là, il y a deux partout. Et ça a fait un peu côté France-Suisse, l'équipe qui revient au dernier moment. Et puis voilà, ça finit. C'est tellement incroyable que les mots, j'arrive pas à trouver les mots sur cette finale. C'était plein de rebondissements. On a vu deux légendes qui se sont affrontées aussi. Il y a une sorte de passation finalement de témoins. Messi qui laisse un peu le trône du football à Mbappé. Donc c'est vraiment. Et puis aussi qu'on repense au cheminement, c'est des finales perdues. En 2014, Di Maria aurait dû jouer la finale à l'époque. Real Madrid l'avait empêché de jouer parce qu'il devait transférer à Manchester United pour que le Real puisse accueillir James Rodriguez qui faisait une très belle Coupe du Monde à ce moment-là. Donc c'est un peu un regret qu'il a eu de cette Coupe du Monde-là. Il a pu au moins corriger ça lors de cette finale en 2022. Il obtient un penalty. C'est un peu l'homme des finales quand même pour l'Argentine. Ah oui. 2021, un seul but contre le Brésil, c'est lui. Même le Real Madrid, rappelez-vous. La finale de 2014, il marque un but très important, effectivement, en prolongation. Donc je suis très fier pour eux. Et c'est la folie à Buenos Aires. Vous verrez les vidéos, il y a des gens tout nus dans la rue. En fait, c'est vraiment n'importe quoi. On va avoir un pic de naissance dans 9 mois, je pense, en Argentine. Ça va être phénoménal. Donc, très content d'avoir vu cette finale. En plus, on a le sentiment d'avoir vu un petit moment d'histoire, quoi. Donc voilà, c'est dur d'attendre 4 ans et j'aurai un peu de mal à reprendre la Ligue 1, je vous avoue, là, c'est le basculement un peu compliqué pour moi. Mais jamais on aimerait bien vous entendre là-dessus. Cette finale France-Argentine, ça vous laisse quoi comme premier mot, premier sentiment? Qu'est-ce qui vous est revenu juste après le match? J'ai pour habitude de dire que au foot, il n'y a pas que le résultat qui doit compter au final. Il y a pas que ça qui marque les esprits en fait. Et pour le coup, le match France-Argentine est une illustration parfaite de ça en fait. À l'arrivée, il y a un 3-3, un match avec beaucoup de buts, avec beaucoup de rebondissements. On a tous été contents de cette équipe-là. Ceux qui résument, on va dire, le foot par le prisme du résultat, je pense que là, au moins, ils auront comment dirais-je, ils pourront au moins admettre que là, on a été servi en termes d'émotion, en termes d'événements qui puissent marquer toute une vie de football. Alors, j'ai pas le plaisir d'avoir vécu toutes les finales de la Coupe du Monde, mais je pense que celle-là est la plus belle de plus loin. Et pour le coup, non, j'étais vraiment, je suis passé par tous mes états. Après, on était un peu dans cette espèce d'irrationalité, ce que j'ai résumé comme irrationalité. Cette Coupe du Monde nous a offert pas mal de rebondissements, les défaites de l'Allemagne face au Japon, de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite. En fait, on était dans une espèce d'irrationalité. Quand tout à l'heure, effectivement, vous expliquez au bout de 70 minutes, on comprend pas trop à quoi joue cette équipe de France. Et au final, on voit que ça se passe à des détails près. Et au final, même moi, à la mi-temps,
quand j'ai dû intervenir à la radio, quand on m'a demandé mon résultat final, figurez-vous que j'ai opté pour un 2-2. Mais en fait, c'était pas vraiment quelque chose que j'avais prédit. C'est juste qu'on était dans une espèce d'irrationalité que cette Coupe du Monde nous a offert. Et au final, j'ai eu le bon résultat et je me suis dit, mais j'y croyais même pas en fait. Ah ben non, c'était 3-3, non? Non, mais je parle au temps réglementaire. Il a dit ça, mais 90 minutes. Réglementaire. T'es pas taquine. Ouais, d'accord. Le temps réglementaire. Donc, sans y croire, quoi. Voilà, sans y croire en fait. La logique, mais sans y croire. En fait, je me suis dit, quitte à être dans cette irrationalité, autant l'être en notre faveur. Pourquoi pas? Et au final. Et on est capable de. Surtout qu'on est capable de. Exactement. On aurait pu faire 4-3 comme il y a 4 ans. Mais moi j'aime bien le côté irrationalité évoqué par Benjamin, parce que en fait ça tient à quoi? Ça tient au fait qu'on se dit, sur le papier, en fait, l'Allemagne ne peut pas perdre contre le Japon ou que l'Argentine ne peut pas perdre. Sauf qu'aujourd'hui, on a bien vu, on en a parlé tout à l'heure, ça se joue, c'est la vérité du terrain qui compte, messieurs. Et sur le terrain, en fait, les équipes étaient. Voilà, les niveaux étaient étaient moins disparates que par le passé. Il peut y avoir effectivement une espèce d'équation où on pense qu'il n'y a plus de petites équipes. Non, je pense qu'il y en a encore toujours, sauf que ces petites équipes-là, aujourd'hui, l'opportunité leur est clairement donnée de recruter un sélectionneur international. À l'image de l'Arabie Saoudite qui a pris bon, je me rappelle même pas. Oui, ou aussi que les équipes sont décomplexées par rapport aux grandes équipes. Parce que pour l'Argentine par exemple qui perd contre l'Arabie Saoudite, je pense qu'il y a quand même un complexe de supériorité de l'Argentine. Et ça a été décrypté. L'Argentine a eu besoin de ça. D'ailleurs Scaloni a toujours joué la carte de la prudence et il s'en est servi de ce match-là pour aller le plus loin possible. Et au final, c'est ce qui s'est passé. L'Argentine a maîtrisé, on va dire, son mondial, son sujet. En finale, par contre, à 2-0, on a peut-être pensé qu'ils ont vu gagner le match avant l'heure. Et au final, la France nous a offert un rebondissement, un retournement de situation qui était chouette à vivre. Mais pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure concernant la France qu'on n'a pas su reconnaître, je pense aussi que l'Argentine a bien travaillé en fait. Si vous voulez, tout ce que la France n'a pas su faire, c'est ce que l'Argentine a su faire par excellence. Couper les relations entre les joueurs, entre Griezmann, que ce soit Griezmann, Mbappé ou encore Giroud. C'est la raison pour laquelle Didier Deschamps a dû sortir, a dû faire des choix qu'il n'était certainement pas prêt à faire, mais où l'obligation lui avait été donnée de le faire. Alors moi j'entends, et c'est un argument qui se vaut. Maintenant, quand on regarde les attitudes, on sentait vraiment la grinta côté argentin. C'est-à-dire, on sentait que les mecs en avaient envie. Alors qu'en face, les Français étaient plutôt blêmes, quoi. C'était plutôt ça. Bon, moi, l'image que j'avais, c'est des mecs voilà, qui sont. Vous avez vu dans quel état il a fini le match, Varane? Je veux dire, les mecs étaient rincés. Mais je crois que c'est psychologiquement aussi que ça s'est passé dans la tête des Français. Peut-être les blessés, les machins. Enfin bon, tous les trucs qu'il y a eu, les virus et compagnie. Voilà. Donc. Mais l'Argentine voulait de cette Coupe du Monde. Et particulièrement pour Lionel Messi. Ah oui, bien sûr. Alors, je rebondis un peu sur ce que disait Benjamin tout à l'heure. C'est vrai que, véritablement, ce match-là, pour moi, démontre effectivement que, pour une fois, moi je dis le plus souvent, le stress, la pression, parce que, encore une fois, c'est la dernière de Messi. Donc, en général, enfin, en tout cas, le plus souvent, ces mecs-là déjouent. On sait que vous Neymar, quand ils savent que. Alors que l'Argentine, dos au mur, a joué son meilleur football. C'est ce qui est intéressant, parce que moi, en général, le stress déjoue. Et là, Messi a joué crânement. Très souvent avec la pression, même sous les pénaltys, c'est lui qui l'a. La pression sur le tir au but, il n'y a personne que lui qui l'a. Et le fait qu'il y ait eu, encore une fois, je le dis, c'est 2 buts en prolongation. En général, on gère en prolongation et on attend les tirs au but. Il y a eu 2 buts en prolongation. Ça veut dire que chaque équipe, effectivement, a joué crânement. Même la France a joué, mais aussi, si Varane aussi est resté, c'est parce qu'à un moment. Ah oui, c'était. Il fallait revenir, il fallait remettre la deuxième. Il fallait y aller. Et puis on a fait rater Cunha, c'est aussi Acuna aussi qui est un teigneux. Donc on sentait qu'ils en voulaient effectivement un tout petit peu plus que la France. Et comme tu l'as dit, on va parler de cet entraîneur de 44 ans, et qui l'appelle pas longtemps. Ça fait 1 an et demi ou 2 ans qu'il est là, il a déjà 2 titres. Il a su aussi créer, bâtir, non pas seulement
comme au basket, faites la passe à Jordan. Non, c'est aussi des gars qui étaient précieux autour de Messi, et pas que donner la balle à Pas Messi. à son service. Ah ouais, c'est ça, c'était ça. Ce qui était Avec des équilibres. génial avec cette finale, c'est que les deux grandes vedettes, les deux grandes stars étaient au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on a assisté à véritablement un duel entre Messi d'un côté et Mbappé, qui étaient les grandes stars de cette équipe. Mais pardonnez-moi, Patrice, puisque nous allons bientôt arriver au thème de cette deuxième partie, mais toujours dans votre même ordre d'idées. Est-ce que cette finale n'a pas fait naître justement Kylian Mbappé? Bien sûr. Parce que voilà quelqu'un qui a souvent raté ses grands rendez-vous avec l'histoire. Oui, enfin, Et là, il a montré qu'il était. il a quand même gagné une finale. Pardon? Il a quand même gagné la Alors on lit, je veux te dire. Non, il a gagné la finale. Je veux dire, Il y a 4 ans, c'est clairement lui contre l'Argentine. Hein. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Croatie, Non, mais je ne vous parle pas. Non, mais je vous parle pas. Non, mais contre l'Argentine, oui, mais il fait la finale, c'est pas la même chose. Oui, mais il met Là, le troisième but. il met quand même 3 buts. Il met 2 buts. D'accord, 2 sur penalty. Non, mais contre quoi? Non, parce que je parle de la force mentale du gamin. non, c'est Il a clair. quand même 24 ans. 2 buts sur penalty. Le premier, ok, ça passe. Le deuxième penalty à 3-3, il faut le mettre. Hein, Ah oui, parce puis que quand j'ai vous fait avez ça dans en la face. tête que Kane a raté le sien et qu'il reste pas longtemps à jouer, il faut le mettre. Et puis aller tirer le premier penalty de la série de tirs au but. Ah non, mais il a été Ça, monstrueux. voilà. Donc est-ce que ça n'a pas fait naître Oui, justement Kylian Mbappé? Je veux dire celui qu'on attend, bien l'avènement de ce génie du football qu'on attend. Ah ouais, Parle d'équipe de oui, France ou tu parles De manière générale, parce Oui, qu'il a déjà repris son entraînement en club. C'est lui le successeur de Messi, c'est lui qui est amené à être le plus grand footballeur du monde, c'est clair, et peut-être de tous les temps. Mais c'est vrai que, pour revenir encore au héros de cette finale, Scaloni est un héros, parce que lui, il a réussi à identifier toutes les faiblesses de la France, Il a coaché et il bien. nous sort un Di Maria de derrière les fagots, Un pour titulaire. aller titiller notre arrière-droit. Koundé, le pauvre, Koundé, et Dembélé qui a aussi. une tête de bébé, donc on se dit que ce mec-là, c'est pas un foot, et il a eu raison, parce que c'est ça qui nous tue, à la base. Et il a pris la misère, le Et pauvre. voilà. Et ça aurait été Pavard, ça aurait été la même chose, hein, je vous rassure. Alors, après, pour revenir sur ta question, Ronny, c'est de savoir ce que Mbappé, est-ce qu'il est pas né, c'est ça? Ou est-ce que c'est Oui, l'avènement du vrai futur Messi du football. Bon, en fait, on est dans l'aboutissement de ce que lui il a recherché. N'oublions pas que lors d'une célébration, je me rappelle plus c'était laquelle, mais lors d'une remise des prix du Ballon d'Or, il avait clairement dit qu'il voulait plus de responsabilité. C'est un joueur qui il sait où est-ce qu'il va. Il a toujours fait ses choix, ses propres choix. On sent qu'il y a effectivement tout un entourage autour de lui. Il a toujours voulu ça. Et là, aujourd'hui, en finale, clairement, c'était le seul leader, parce que Coman est entré en cours de jeu, mais le leader même qui devait prendre les responsabilités, c'était lui. Alors, est-ce que la finale a fait de lui, donc a fait naître en lui cette espèce de leadership qu'il attend? Possible, mais pour moi, il avait il avait toutes les étapes pour lui, pour qu'il y arrive. Alors, est-ce que c'était... Oui, non, il avait les étapes, mais il a toujours clamé avoir, vouloir prendre des responsabilités. Mais par exemple, au Paris Saint-Germain, il a souvent raté aussi des matchs C'est décisifs. finalement pour ça Voilà. qu'il a demandé à ce qu'on le prolonge. C'était la condition pour qu'aujourd'hui il le soit. Donc je pense que cette saison en tout cas est l'aboutissement pas de sa carrière, mais en tout cas de ce leadership qu'il a tant voulu. Et tant mieux qu'on l'ait vu et qu'il se soit manifesté lors de cette finale. Alors, pour effectivement continuer sur ta question, moi par contre, je pense que pour l'instant, on doit rester au niveau du caucus France. Il a pris le leadership en France, de son rapport à Deschamps aussi. Ah, mais Voilà. aux yeux du monde aussi, un peu, Pascal. Non, quand même. ça viendra. Il faudra qu'il confirme. Mais pour l'instant, effectivement, il a mis son empreinte au sein de l'équipe de France et au niveau surtout, moi je dis, parce que comme on revient là-dessus, quand il décide d'aller tirer le premier tir au but, c'est un message pour Deschamps. Parce qu'en général, on prend le même joueur, il vient sur le troisième, le quatrième pour finir en beauté. dire que c'est Messi moi il a qui... tiré le premier, c'est ça. Non, mais Messi aussi. Mais les deux, d'accord. Mais en tout cas, en général, on laisse le plus grand pour... Moi je trouve ça logique, regarde Neymar qui avait Mais tiré comme il y a- quatrième ou cinquième. Exactement. Il y a eu l'expérience de Neymar, c'est pour ça, parce que Voilà, Neymar, c'est ça. il a tiré. Je pense aussi. Voilà. Mais, c'est ça. non, mais au moins, on a vu les débats quand il dit bon, qui est-ce qui va tirer? Il dit bon, j'y vais, les gars, c'est pas de problème, je suis là, j'y vais. Après, pour la séance de tir au but, en fait, il faut quand même rappeler qu'on arrive, si vous voulez, dans une espèce d'exercice où tu n'as plus de leader sur le terrain, quasiment. Quand je parle de leader, je parle Les dans remplaçants. leur club. Ce sont que des remplaçants, ce C'est sont ça. des joueurs qui sont Colomani, amenés machin, peut-être à Coman, venir. ouais. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut que tu puisses assurer dès le premier. Voilà. Et ça, c'est un exercice. Bon, ben, tout le monde sera unanime à le dire, s'accorde à le dire. Ceux qui s'y connaissent, en tout cas, il te faut un leader qui commence. Et je ne vois pas, à part lui, qui c'est qui aurait pu commencer cette série.
Ouais. Non, mais je Donc rejoins au bien. mental, voilà, Moi, j'entends ce que dit Pascal, mais moi, quand je regarde les statistiques de Kylian Mbappé à 24 ans et que je les compare à Messi ou encore à Ronaldo, messieurs, 253 buts, 115 passes décisives pour 363 matchs joués, 197 pour Messi, 84 passes décisives, 132 buts pour Ronaldo, 66 passes décisives. Il a tout de grand, ce gamin. c'est ça, il a tout de même. Bon, on va voir la Il faudrait confirmation. qu'il marque Ça 91 vient buts de là. cette année. Ça vient de là. Il faudrait qu'il marque 91 buts pour pas être distancé par Messi. Mais en tout cas, voilà, il a réussi sa Coupe du Monde. Je veux dire, on peut rien dire de Il a lui. marqué les esprits, en tout cas. bien sûr. Brutalement, Il il a a marqué les esprits. confirmé. Il a demandé le leadership, mais montré sur le terrain qu'on l'est. C'est Et vrai, là, aujourd'hui, parce c'est que ce vrai. qui s'est passé quand même, et là où il faut qu'on soit franc, la réaction de l'équipe de France avec Kylian Mbappé s'est faite sans Griezmann, sans Giroud, qui était déjà sorti. Tout à fait, tout à fait. Et tu vois, Avec Colomani et Thuram, C'est qui ont bien, été exceptionnels. c'est bien simple. À la fin du match, c'est qui était le plus jeune joueur, le plus vieux joueur de l'équipe, à part le Russe. c'était 23-24 ans. Incroyable. Donc ça prouve qu'il y a quand même un sacré vivier, vivier, ouais. au niveau de la France. Et Mbappé, de toute façon, là, il confirme en fait. Parce qu'il y a 4 ans, il était le petit inconnu. Mais là, il a confirmé qu'il était le grand joueur en devenir et qu'il allait normalement éclipser tout le monde. Ouais, parce que l'avantage qu'il a sur Haaland, par exemple, c'est que lui, il a une équipe nationale. Voilà, c'est ça. Pas Haaland. Par Messieurs, contre, ce que tu disais par rapport aux chiffres, on pourrait dire la même chose pour Deschamps. Deschamps devient pareil, superlatif. Hein. L'entraîneur, le coach le plus machin. Mais en tout cas, on peut quand même dire que, on pose la question sur la finale, qu'il aurait peut-être pu prendre plus de risques sous ses titulaires et peut-être ne pas reproduire chaque fois son petit schéma, je veux mon petit Giroud, je veux mon petit machin. est-ce qu'aujourd'hui on va le refaire? Mais il faut le dire. Non, mais est-ce qu'on va refaire Je pense qu'il y a réfléchi, Parce hein, ceci dit, que Benjamin Corandi l'a dit tout à l'heure. Pour sortir aussi vite, après un mi-temps sorti les 2 joueurs, Je pense c'est qu'il a avait pensé. presque pensé à son plan. il a B pas avant son osé. plan. Il n'a pas osé. Voilà. Mais je me mets à sa place, c'est pas évident. Il avait fait un essai en entraînement. Il avait mis Thuram. Les séances Ouais, précédentes. avec Thuram. C'est parce qu'il y avait des problèmes aussi, on ne savait Oui, pas. mais va Giroud, dire- il est un va peu dire à des- juste voilà, physiquement, va ça dire s'est à des vu. joueurs qui ont fait toute la campagne Voilà, titulaire, c'est le clair. jour de la finale. Oh, mais je pense que Mais Deschamps, c'est Colomani, n'a pas ce problème-là. Bah après, il a Enfin, entendu qu'il y a Karim Benzema. quand même, Dans c'est l'équipe pas- de France de Deschamps, je peux vous dire qu'il n'y a pas une tête qui dépasse. Giroud, il a Et le pas patron, gagné. le vrai patron, c'est lui. Peut-être vis-à-vis de ce joueur-là qu'il n'y a même pas 2 mois que tu ne voulais pas parce que tu avais fait revenir Bah, Benzema et tout. Il l'a fait à Benzema, il aurait pu. Et pourquoi il n'a pas fait revenir Benzema qui était, Mais oui, mais- qui était soigné, il aurait pu. Il y en a eu un C'est gros lui qui problème, décide. je pense, C'est lui qui hein. décide. Essaie de te mettre quand même à la place d'un sélectionneur, Ronny. T'arrives là et tu dis à Giroud, bon, bah, écoute, t'as fait toute la campagne, merci, mais là, je vais mettre quelqu'un d'autre. C'est un peu compliqué. C'est ce que tu veux. Non, Moi, c'est lui qui décide, mais il n'a pas osé. La raison, Encore une fois, moi je vous dis que si Deschamps a mis Giroud, c'est qu'il était persuadé que Giroud ferait l'affaire. Didier Deschamps, je veux dire, Non, mais dans messieurs, l'affaire, mais dans le sens, on le pratique, son côté on l'a prudent- pratiqué en tant que joueur, on l'a vu à Chelsea, on l'a vu à... Son côté prudent et pas de prise de risque. Non, C'est ça, Deschamps, c'est et son c'est ce que ADN. disait, Benjamin Corandi tout à l'heure. Deschamps, c'est la culture du résultat et rien d'autre. Le résultat est très prudent. Voilà. Mais, je veux dire, Non, je suis supporter de l'équipe de France, Au final, c'est pas mais je sais très bien que c'est pas l'équipe de France qui développe le plus beau jeu. Mais Deschamps, il a un avantage, c'est qu'il a souvent fait déjouer ses adversaires. Alors, peut-être que pour le match contre l'Argentine, les hommes n'étaient pas en condition. On a bien vu que Rabiot n'était pas dans le coup. Et Dembélé Dembélé n'était pas dans le coup non plus. Alors, pour une fois, parce que c'était un vieux débat avec Benjamin Corandi, justement, qui me dit oui, Dembélé peut faire plus. Je lui dis oui, il peut certainement faire plus. Mais oui, il peut faire plus. On attend toujours, c'est Sauf que ça convient au sélectionneur, puisqu'il l'a gardé C'est pas un argument. titulaire ça. tous les matchs. Comment c'est pas un argument? c'est pas un argument, C'est lui le ça. sélectionneur. Il l'a gardé pendant tout le mondial. Il l'a sorti à la 40e minute de la finale. Il a joué tous les matchs. Ça veut dire que ça convient à Deschamps. Ce que je t'ai dit, c'est surtout, ce serait dommage d'attendre une finale ou une demi-finale. Ce serait dommage, mais c'est ce qui est Attends, arrivé. Laisse-moi terminer. Pour te rendre compte que Dembélé ne fait pas l'affaire offensivement. Défensivement, il n'y a rien à dire. Il faisait les replis. À un moment donné, par contre, si tu dois attendre que sur Mbappé ou Giroud pour marquer, à un moment donné, ça va te manquer. Et c'est ce qui s'est passé. Au-delà d'avoir été moyen défensivement, il n'a pas été bon offensivement du tout. mais C'est j'entends. ce que je te dis. Je te dis, Mais messieurs, attention, Ronny. mais
j'entends ce que tu N'attends dis. pas la finale pour Mais voir j'entends très bien ce que vous dites, monsieur Corandi, sauf que je vous dis que le sélectionneur de l'équipe de France, en l'espèce Didier Deschamps, a choisi de... tu me parles de Deschamps, mais là, moi, je ne suis pas sélectionneur, je suis journaliste. mais non. Je n'ai pas de jugement à avoir. Mais non, vous avez joué au foot, moi, j'ai pas joué au foot. Mais je te parle du moi, je regarde, alors moi, j'ai Pascal Bon comme latéral droit. Moi, chaque fois, on mettait Ikabaré Patrice Basile. Pourquoi on voté? Et il me donne des tacles en plus. Ben oui, alors pourquoi on voté Pascal Bon? Ikabaré Patrice Basile, ben moi, à chaque fois. Peu importe qu'il n'est pas marqué, mais Ikabaré Pascal, ça me convient. Et c'est ça, Deschamps. Là où je veux en venir, c'est que. Et on a ce problème-là aussi dans notre foot local, c'est que. On a tendance à gommer les imperfections ou nos limites parce que ça gagne. Mais à un moment donné, il faut aussi te mettre dans une réflexion sur le long terme. Est-ce que le jour où tu vas rencontrer l'Argentine, le Brésil, Dembélé fera l'affaire? Et je te parle encore une fois offensivement, Ronny. Et il a montré toutes ses limites. Alors peut-être aussi qu'il y a la gestion d'émotions qu'il n'a pas su faire, ça je l'entends, mais malheureusement, c'est dommage d'avoir attendu la finale pour te rendre à l'évidence. Ça fait depuis le premier match que je le dis. J'entends. Maintenant, je veux dire, C'est vrai que Dembélé a joué dans des clubs dans lesquels je vais jamais jouer. après, Jamais le Barça va me recruter. Il s'est fait piéger Je veux dire, par ce là. alors si vous êtes en train de me dire que le Barça a des yeux derrière les fagots parce qu'il ne voit pas, Non, mais c'est vrai je que- vais dire non. Bah oui, Dembélé c'est un bon joueur. Alors peut-être qu'il a été inhibé par certaines choses dans la Coupe du Monde, ou peut-être que Didier Deschamps lui a demandé de jouer un rôle précis. Parce que Didier Deschamps savait aussi que sur les latéraux, il était limité. Non, mais si c'était Et donc il demandait aux deux attaquants de couloir de faire des efforts pour compenser. À l'arrivée, tu demandes à Di Maria aussi de revenir défendre. Et Di Maria, c'est celui qui provoque un penalty, c'est celui qui marque. Donc ça veut rien dire ce que tu dis. On lui a demandé de défendre, et bien sûr, mais il a le droit d'apporter quelque chose offensivement, ce qu'il n'a pas fait. Mais pendant tout le mondial. Et Deschamps n'a pas vu ça. Moi, c'est ma question. Deschamps n'a pas vu ça. Malheureusement aussi, je pense que le fait d'avoir eu beaucoup d'absences, donc beaucoup de Nkunku par exemple, aurait pu jouer là. Il a dû faire avec. Il y avait comment? Il y avait comment? Il y avait comment? On parle de toute la Coupe du Monde, effectivement, mais après, si tu fais peut-être le penchant, d'accord, peut-être que Dembélé défensivement t'apportera plus, mais à un moment donné, parce que jusque-là, tu ne faisais que gagner, donc tu ne voyais pas les imperfections de Dembélé. Bon, enfin, c'est un débat. Je suis pas d'accord parce que Deschamps a toujours une équipe asymétrique. Quand tu regardes l'équipe de 2018, à gauche, ça attaquait jamais, c'était Matuidi. Bah oui. Et à droite, t'avais Mbappé, donc forcément, les buts venaient tous de la droite. Oui, et donc ça n'a pas on avait- empêché la France d'être championne du monde. Mais oui, on avait tout un. Oui, mais là, par exemple. Mbappé, il marque plus but. Là, tu as Kanté, tu as Pogba, tu as quand même d'autres joueurs qui étaient. Là, t'as Rabiot, Chouameni. Sauf que tu n'avais pas beaucoup de choix là. Tu avais vraiment 11-12 mecs qui étaient le plus Oui, souvent. peut-être qu'il n'avait pas de profondeur de banc aussi. Ça peut être un argument, sauf que je dis que Deschamps est mieux placé que moi pour le voir. S'il le laisse sur le terrain, c'est qu'il estime qu'il convient. il est vrai que le premier match contre l'Australie, qui n'était pas forcément l'équipe la plus forte, Dembélé a été très bon. Et c'est vrai qu'à partir de là, Deschamps, comme Pavard, a été très mauvais. Donc on n'a plus jamais vu Pavard. Il sait faire quand même, Ça va, Deschamps. voilà. Je pense que. Et du coup, voilà. Mais pour revenir à Giroud n'a pas apprécié sa sortie, parce que quand il est sorti, il était très énervé. Oui, il a cassé des bouteilles et tout, oui, mais Donc, bon, voilà. c'est pour dire que- Mais est-ce que Deschamps s'est occupé de lui? Non, Est-ce que vous avez vu le regard de Deschamps? Non, mais Voilà. après, tu veux, il y a un moment donné où le profil de Giroud ne t'amène plus rien face à une Bien équipe sûr. qui est aussi Oui, et puis dominatrice. il était déjà un petit Donc peu. il fallait- diminué aussi, Et puis il voilà, a diminué Giroud, faut. C'était un autre profil, et puis Marcus et Colomboigny, pour moi, ont apporté ce qu'il fallait. Ah, Marcus Thuram, révélation aussi. Hein. Pour moi, Meilleur buteur de la Bundesliga, excusez du peu quand même. Après une coucou. non, c'est Coucou. Mais il est deuxième. Il est deuxième. Le deuxième, ouais. Non, mais j'ai été surpris parce que je ne pensais pas qu'il allait apporter ce volume. Parce qu'il a, C'est stylé Guadeloupéen. Il est même dans ce Bertrand. Messieurs, merci. On va passer. Ce match est une encyclopédie parce qu'il y a aussi tous ces joueurs aussi au milieu de terrain, il faut le dire, avec le côté l'absence, côté français. Et puis moi j'ai envie de dire De Paul, j'ai jamais vu comme ça l'Atlético de Madrid. De Paul et Hernandez. La motivation était du côté Et argentin. au-dessus, ils ont pas abandonné les Argentins. McAllister aussi. McAllister, j'ai jamais vu à ce niveau-là, jamais vu. À Brighton, jamais. Et puis, messieurs, bon, soyons clairs, il y avait un vieux contentieux entre Mbappé et les Argentins à régler parce que Mbappé avait eu cette déclaration. Alors, je ne sais pas si elle est maladroite ou j'en sais rien. Je suis pas. Les propos n'appartiennent qu'à leurs auteurs, n'engagent que leurs auteurs. Mais il a dit ce qu'il a pensé. Ça n'a pas visiblement
pardon plus aux Moi, Argentins j'aime ça. et qui sont venus aussi avec le couteau entre les dents pour zigouiller la France et voilà, c'est tout. Oui, mais ça aurait été vraiment moche pour lui s'il n'avait pas répondu. Mais le gars, il te claque 3 buts et t'as encore envie de te moquer de lui. Oui, mais bon, J'ai envie de les te dire, Argentins, moi je vois qu'ils sont plus dans le anti-Mbappé que de fêter leur Coupe Bien du sûr, Monde. Mais ils sont qu'ils nous la rendent, cette Coupe du Monde. Qu'ils nous la rendent. Les amis, c'est la fin de cette deuxième partie d'émission. Désolé, mais elle a été un peu longue. On se retrouve dans un court instant, juste après cette pause, pour parler cette fois de Ligue 1. Et oui, la Ligue 1 est de retour dès la semaine prochaine, messieurs. Et oui, avec Neymar, avec Mbappé, avec Marquinhos, enfin, bon, d'autres joueurs aussi. Enfin, j'ai parlé que du PSG. À tout à l'heure. Allez, le mondial, c'est terminé. Retour sur le plateau de la feuille de match. Et pour la dernière partie de cette émission, les amis, on va parler de Ligue 1. Le retour de la bonne vieille Ligue 1 à partir de mercredi prochain, c'est ça? Le 28. Précisément, dans quel état, justement, cette Ligue 1 va-t-elle reprendre avec les mondialistes, avec ceux qui n'ont pas participé au mondial et qui sont restés dans leur club ou qui sont partis un peu en vacances? Comment vous imaginez le scénario, même j'ai envie de dire, les scénarios de ce retour de la Ligue 1? Vas-y. Non, je suis un peu troublé parce que je me demande est-ce que c'est pour ça qu'il y a le polo Lidl C'est ça. C'est ça. Non, mais c'était ma façon à moi de marquer Noël. D'accord, ok. C'est un pull de Noël. D'accord. Donc, alors on sera gâtés, bien évidemment, pour nous, les supporters et passionnés de foot, puisqu'on aura quasiment du boxing dit à la française. Et puis, Solan, 1er et 2 aussi, ça s'accélère. Deuxième journée après, c'est le 1er janvier, le 2 janvier. Bon, il y a quoi qu'il y a un Toulouse, il y a un Toulouse-Marseille, Toulouse-Marseille et un PSG-Strasbourg. Ça va être compliqué, moi je dis, on passe de justement McAllister, on revient. Je sais pas comment ça va être compliqué. C'est compliqué déjà, mais je sais pas quand est-ce que Messi va revenir. Il va revenir, tu vois. 10 jours. 10 jours, retrouver, on bénéficie de 10 jours de repos. Ouais, ça va être compliqué. Gendouzi aussi, je crois, 10 parce que jours. tout à l'heure, on n'a pas parlé, mais c'est vrai qu'on avait un début de championnat où Mbappé était un peu éteint par le bon début de saison de Neymar et de Messi à la fois. Là, on va voir un peu comment ça s'équilibre avec des champions qui arrivent derrière. Voilà, comment vous se retrouvez. Alors, j'ai envie de dire, dans l'orthodoxie des choses, ça voudrait dire que tous ces petits clubs qui sont restés à se reposer, à se revoir tranquillement, devraient avoir l'avantage. Pour tous ces, on va dire, ces gladiateurs qui reviennent un peu estropiés, un peu meurtris de ces compétitions, peut-être un avantage pour les petits clubs. Les équipes comme Lens, tout ça, de Lorient, vont continuer peut-être à engranger des points face aux 10 gros. Oui. Bah, moi, je mesure la chance que nous avons, parce que nous avons les 3 meilleurs joueurs du monde dans notre Ligue 1. Neymar, Messi et Mbappé sont avec nous. On va les voir tous les week-ends. Et c'est ça que j'apprécie. Bon, même si c'est effectivement dans la même équipe, en l'occurrence le PSG, mais en même temps, ça prouve que notre Ligue 1, effectivement, est une Ligue 1 de haut niveau. Alors maintenant, ces trois-là, il va falloir qu'ils se réhabituent à être ensemble. Je crois qu'il y a un antagonisme quand même entre Messi aujourd'hui et Mbappé, d'autant plus que il y a tout le... C'est ce que dit la presse. Mais moi, ça se sent. Autant Neymar et Mbappé, aucun problème. Autant Messi, je sens qu'il y a un petit truc. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec l'équipe d'Argentine. On a vu que Messi était rigolé un petit peu de toutes les farces de ses collègues. Donc on verra comment... Alors, j'espère que le coach sera aussi fin psychologue que Deschamps pour arriver à arrondir les angles. Il va falloir qu'on se remette à la Ligue 1, effectivement. De toute façon, les équipes de Ligue 1, elles attendent de pied ferme ce retour, puisqu'elles ont patienté depuis 15 jours. Et bien, nous aussi, on va, je pense, apprécier notre bonheur, puisqu'il y a aussi la Champions League qui arrive. Donc, ça aussi, c'est important, en février, avec des matchs importants, notamment pour le PSG. 14 février, je crois. Voilà. Donc, espérons que tout ça, ça soit pour le bien du football, tout simplement. Et qu'on ait des matchs qui nous fassent vibrer autant que cette Coupe du Monde qui a été magnifique. N'oublions pas de le dire.
malgré tous les problèmes qu'il y a eu au départ et les réticences, etc. Cette Coupe du Monde a été magnifique. Donc espérons que la suite de l'année sera aussi magnifique. C'est vrai qu'il y a 2 clubs qu'on va scruter peut-être un peu plus que les autres. C'est le premier, c'est Angers. Pourquoi Angers? Parce qu'il y a certains joueurs marocains voilà, qui sont sur les tablettes de grands clubs. Il y a surtout Gérald de Baticle qui a été démis de ses fonctions. En plus, donc C'était prévu, ça. C'est prévisible. Je pense que c'était prévisible. Et puis bon, après, en plus, donc Ounaoui qui peut partir pour 40 millions d'euros, c'est des sommes voilà, qu'ils n'imaginaient même pas il y a un mois. Donc je pense qu'ils feront des belles ventes. Et puis l'autre club à suivre, c'est évidemment le PSG, comme disait Patrice, avec les 3 stars. Ça va être marrant de voir leur état de forme. Je pense qu'il y en a un qui va être dépressif, l'autre qui sera en vacances et le dernier il va tout casser. Je pense quand même Mbappé là, il est revenu, il n'a pas profité de ses jours de vacances. Il a décidé de reprendre l'entraînement. À mon avis, c'est vraiment pour fracasser la Ligue 1. Il faudra s'attendre à ce qu'il mette des triplés à chaque match. Honnêtement, là, ça va être. Ça va, Guillaume. Je pense qu'il est très. Bah, si, c'est pas parce que l'Argentine a gagné que Messi a fait un bon match que je ne peux pas apprécier le travail de Mbappé. Non, et puis après, en plus, il est dégoûté parce que le ballon d'or, il est déjà quasiment perdu parce qu'il joue dans la même équipe que Messi. Donc s'il gagne avec des champions, Messi la gagnera forcément. Non, mais si on blesse Messi. Alors, seul moyen, c'est de blesser Messi, effectivement, ou que Messi parte en janvier, mais si apparemment pas trop d'actualité. Il parle de signature, là, effectivement, pour prolonger encore d'une année. Donc, non, le départ à Miami ou en Argentine, c'est pas pour tout de suite. Jamais. Qu'est-ce qu'on attend de la Ligue 1 c'est que cette saison puisse continuer comme elle a commencé. Je pense que le PSG va quand même dominer son sujet. Je pense que les 3 sont des compétiteurs. Alors Neymar, on peut toujours se poser la question dans quel état il reviendra. Bon, il est revenu apparemment aujourd'hui, si j'ai bien compris. Marquinhos aussi, avec apparemment des blessures psychologiques. Donc on verra déjà dans quel état reviendront ces joueurs-là. Mais je pense que ce sont des compétiteurs, donc ça ne devrait pas poser problème. Après, il y a quelque chose que le championnat nous offre, un peu comme l'année dernière, c'est des équipes comme Lens et Marseille qui seront là certainement pour jouer les troubles fêtes et nous proposer un suspense. Donc oui, c'est surtout ça que j'attends, quoi. C'est cette espèce de régularité. Je ne sais pas si Lens a eu beaucoup de joueurs dans ce mondial, je pense qu'ils n'en ont pas eu du tout. Donc pourquoi pas. Il y a eu le Belge là. L'attaquant belge. Il est vite retourné chez lui. Il est vite retourné chez lui. Mais sinon, je pense que voilà, moi, c'est surtout ça que je regarde. J'ai besoin de voir cette espèce de régularité qui a souvent manqué aux outsiders de ce championnat. Lyon, et essayer de voir aussi. Parce que moi, j'ai du mal à concevoir cette Ligue 1 sans les grosses écuries. Et Lyon n'a pas répondu en première partie, clairement. Donc, j'attends effectivement un retour de cette équipe-là et de voir un championnat enfin bien disputé. Mais est-ce que selon vous, messieurs, la dynamique sera la même? Parce qu'il y a eu une coupure, il y a une cassure, donc ça veut dire qu'on repart de zéro. On repart comme en début de saison, là. Parce que les mecs n'ont pas joué. Oui, mais je veux dire, on repart de zéro quand même. Je veux dire, ils n'ont pas joué depuis un mois, les mecs, donc forcément, ils vont pas repartir comme lors de la dernière journée, mais plutôt comme la première, la deuxième. Parce que là, physiquement, la préparation physique, etc., on a tout refait. Oui, il risque d'y avoir peut-être des surprises, des clubs comme Angers, par exemple, qui peuvent tout d'un coup avoir un déclic, parce que c'est leurs joueurs fait des... Et puis là, le changement d'entraîneur aussi a dû jouer beaucoup. Et puis après, effectivement, quid au niveau du PSG aussi, parce que le PSG, c'est l'équipe qui a le plus de représentants. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'ils seront capables d'enchaîner avec la même ardeur? C'est pas sûr. Donc peut-être que des équipes derrière, comme Lens par exemple, peuvent en tirer les profits. Ça, c'est possible. Parce que Lens... Oui, mais est-ce que Lens sera sur cette même dynamique qu'avant la fin de l'arrêt de la saison? Oui, c'est ça que je dis. On repart de zéro, les gars. Mais ils ont le temps de se préparer. Mais comme toutes les autres équipes se sont préparées. Ouais. Sauf ce que je vais vous dire, c'est qu'on part de la première à la 13e journée. On n'a pas le même rythme lors de la première journée que lors de la 13e. Moi, ça ressemble à un début de saison. Bien sûr, c'est ça que je... Il y a le break, en plus il y a le mercato qui va arriver, les équipes vont changer. Oui. Donc c'est comme si on recommence en septembre pour moi. Donc après, les dynamiques qu'on a vues avant la trêve... Pour moi, elles sont pas les mêmes. Elles sont peut-être pas les mêmes, mais à partir du moment où tu sais, dès le départ, dès le mois de juin, tu le sais de toute façon, même avant, tu le sais que la Coupe du Monde interviendra en pleine compétition. Tu es obligé de te préparer en conséquence. Oui. Après, il y a effectivement des clubs qui font des choix. Mais je parle pas de la préparation, je parle de la dynamique des clubs. Je veux dire, Lens qui marchait sur l'eau, qui gagnait tous ses matchs, est-ce que vous pensez qu'ils vont repartir pied au plancher ou est-ce que ça va pas être voilà? Ça, personne ne pourra te l'affirmer. Après, tu peux. C'est pour ça que je demande vos avis à vous. Mais ce que je vous demande vos avis. C'est que la Coupe du Monde doit. Alors, elle sera certainement un problème, mais elle doit pas l'être. À partir du moment où tu es un club professionnel, tu sais que pendant un mois, tu auras une coupure internationale. Tu ne peux pas te permettre
permettre de faire, comment dirais-je, de te laisser surprendre par cette reprise. Je pense que les clubs de Ligue 1 sont bien préparés. Après, il y a encore des clubs qui font des choix. Comme là, le SCO d'Angers, est-ce que c'est aujourd'hui que tu dois virer ton entraîneur? Enfin, je sais pas. On a encore des limites dans le management de certains clubs. Après ça, je vais te dire, là, peut-être il est un peu trop tôt pour s'exprimer là-dessus, mais le championnat de Ligue 1 est un championnat professionnel. Ta saison, elle est établie en fonction de cette Coupe du Monde. Tu dois normalement pouvoir reprendre, je ne te dis pas sans problème, mais les équipes comme Lens qui ont bien démarré ce championnat, je pense qu'elles ont pris en compte cette coupure et doivent rebondir en conséquence, bien sûr. Mais après, quand il y a la CAN, on sent des fois que les équipes ont un peu de mal. Hein, un peu de mal. Je pense à Lens, il y a une année. Vous me parlez de la CAN, je vous parlerai même de la Coupe de France. La Coupe de France, entre deux matchs de championnat et de Coupe de France, on voit bien que des fois, il y a des gens qui ont dodeline un peu de la tête. Parce que même si on est bien préparé physiquement et psychologiquement, ça je l'entends, sauf que je parle de dynamique. Je ne suis pas sûr que la dynamique soit la même que lors de la dernière journée avant la fin de la saison. Elle sera jamais la même. Oui, c'est sûr. Après, il y a quand même le niveau de chaque équipe restera identique. Par exemple, si on parle des extraits. Mais peut-être pas. Peut-être que Strasbourg va faire un super départ canon, va gagner à Paris ou pas, va enchaîner des victoires et que finalement va sauver la tête de son entraîneur. Peut-être que Angers va enchaîner 3 matchs d'affilée sans défaite. Moi, les cartes sont rebattues. C'est ça que je veux vous dire, c'est ça que je veux vous faire dire. Merci Guillaume Michaud, enfin quelqu'un qui n'a pas la langue de bois. Bah oui, on est d'accord. Moi je suis pas si sûr. Parce que les cartes seront rebattues, mais peut-être pas à tous les étages, mais quand même. Voilà, on aura deux trois surprises comme ça, mais comme dit Benjamin, au bout d'un moment on va retrouver le cadre dynamique. Je pense que PSG va garder la. Bien sûr, avec l'avance qu'ils ont en plus. Ils ont une avance, Pascal. Sauf qu'aujourd'hui, sans Mbappé, un match du PSG sans Mbappé, c'est pas pareil. Moi, je serais Marseillais, je dirais c'est maintenant ou jamais. Écoute. Je sens pas le PSG forcément être linéaire comme il a été. Je dirais comme Lens, elle a su jouer, elle a eu un bon parcours, elle va poursuivre. Elle va continuer à faire mal. Ce qui va dépendre aussi du parcours de chacun, c'est évidemment le calendrier. J'ai pas eu le temps de regarder. Ça va s'enchaîner. C'est 2 journées, ensuite Coupe de France, ensuite on repart Coupe de... L'équipe de Lens, par exemple, est-ce que tu connais les équipes qu'elle va rencontrer les 3-4 prochains matchs? On peut savoir, c'est facile. La facilité des déplacements, il y a tout ça qui va certainement rentrer en jeu. Mais c'est facile, il n'y a qu'à demander. Lens va rencontrer Nice, ensuite PSG, ensuite l'Inas Montlhéry, donc Coupe de France, ensuite Strasbourg, ensuite Auxerre, 3, Lens, Nice, Brest, Lyon, voilà. Lens-Nice. Ensuite Lyon, Brest-Lens, Lyon-Lens, enfin bon voilà, mais oui. Déjà le premier, il y a PSG-Lens effectivement, donc ça va être un match à 6 points. Un match important. Ça va être déjà un match important, mais qui va l'emporter? Et en plus il manquera une bonne partie, ça fera pas encore 10 jours. Non mais il ne sera pas là, mais Mbappé et Neymar Hakimi sera là. Oui, Hakimi a repris. Alors c'est vrai que moi je ne veux pas être de mauvais augure, mais je dis qu'il y aura ce paramètre-là. C'est vrai, la Coupe du Monde est terminée, mais il y en a ceux qui ont vraiment tout donné. L'organisme a été quand même sollicité. Alors, le mot est là. Le professionnalisme des joueurs va devoir jouer sur la gestion physique. Parce que je ne pense pas que tout de suite, ces joueurs pourront fournir le maximum d'efforts prolongés sur plusieurs matchs. Après, ça dépend des âges. À 24 ans, je pense qu'ils peuvent se permettre ça. Il faut une blessure scélérate qui arrive en mars, au lieu d'arriver, allez, ça l'a fait, mais on a besoin de ces joueurs-là pour la Ligue des Champions aussi. Donc il faudra bien gérer sa fraîcheur physique, ses temps de football. Moi, je pense à ça. Je pense que Verratti sera frais, du coup. Je ne parle pas de Mbappé. Moi, je parle de Mbappé. Il ne peut pas être fougueux comme ça. Il va mettre des triplés. Il faut faire attention aussi à son physique, à Hakimi. Je veux dire, les autres joueurs, Messi et puis Neymar, il ne faudra pas. Voilà. Non, Mbappé, je dis ça par rapport à l'état d'esprit. Oui, justement. En partant du Qatar, on a l'impression que le gars, il voulait passer autre chose. Et voilà, par réflexion à ce jour, à cette Coupe du Monde, le calendrier n'est pas si terrible que ça quand même, parce que je regarde, je vois que la 19e journée, c'est le 14 janvier. Ensuite, la 20e, c'est le 29 janvier. Donc, je crois qu'ils ont quand même aménagé les choses pour que...
Ouais. Chacun puisse se retrouver. Et, voilà. Après, moi, je pense que des mecs comme Mbappé, à 24 ans, je veux dire, c'est pas Messi ou c'est pas Neymar. Je veux dire, ça craint moins la fracture de fatigue ou le claquage que Neymar et Messi qui sont plus âgés. La récupération est différente. Et puis Mbappé a une hygiène de vie qui lui permet aussi de faire ça. Enfin, je pense. Après, il connaît son corps. S'il le reprend, c'est qu'il sent qu'il peut le faire. C'est un professionnel. Ça serait une préoccupation. Cette gestion dont tu fais référence, c'est aussi cette gestion où il faudra savoir écarter, par exemple, un Neymar qui n'aura pas les ressources ou qui ne sera pas performant. Ça, il faudra que Galtier sache le faire. Il est inconcevable aujourd'hui qu'un Neymar qui a fait une très bonne Coupe du Monde, même, il a été blessé pendant quand même 2 matchs, mais revienne en n'ayant pas cet l'esprit qu'il avait à l'entame de la saison, qui lui a permis d'ailleurs d'être prêt pour la Coupe du Monde. On ne sait jamais où on est avec ce joueur-là. Donc là aussi, il y a des choix à faire. Il y aura des choix à faire, à savoir est-ce que tu continues avec un Neymar qui risque à tout moment de se blesser ou à tout moment de te mettre en dedans, et c'est ça que le PSG doit savoir faire, qu'il n'a pas toujours su faire d'ailleurs. Est-ce que, dernière question messieurs, est-ce que le fait que Messi ait remporté la Coupe du Monde, c'est une bonne chose pour Paris ? Non. Bah non. Non. Tu vois, c'était difficile d'avoir un bon scénario pour Paris parce que forcément il y avait un heureux et 2 malheureux. On a vu très Non, clairement. mais oui. Et pourquoi c'est pas une bonne chose pour Paris ? C'est forcément ça va créer des tensions déjà, on l'a vu entre Messi et Mbappé. Il y a même Neymar qui a félicité Messi et pas Mbappé, donc c'est toutes ces choses-là. Et puis non, ils n'auront pas le même degré de motivation surtout. Je pense qu'Mbappé est au-dessus de ça. Ouais. Oui, je pense qu'il est au-dessus de ça. Non, je pense que non, il est au contraire, c'est plutôt une bonne chose. Dans la mesure où Messi n'aurait pas gagné la Coupe du Monde, on ne sait pas dans quel état psychologique on aurait pu le retrouver. C'est vrai que c'est un joueur c'était sa consécration finale, c'était de gagner la Coupe du Monde. Donc je préfère savoir que Messi reviendra au PSG avec la victoire qu'il a savourée avec son pays. Certainement, il sera peut-être pas aussi bon qu'il l'était pendant ce mondial ou encore en début de saison. Mais est-ce qu'il n'a pas justement intérêt à être bon pour la fin de la saison, pour se dire que je finis en bout, j'ai pris la Coupe du Monde et maintenant je vais vous donner la Ligue des Champions ou le titre de champion de France en route pour un 8e ballon d'or, pourquoi pas, oui. Les gars, il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est qu'on n'a jamais vu Messi jouer comme il a joué là au PSG. On a vu le vrai Messi. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que jusqu'à présent, malgré le salaire énorme qu'il a, il s'économise. C'est pas économisé. Il a joué comme ça, mais il n'a jamais été le Messi qu'on attendait. Et le Messi qu'on attendait, il est là. On l'a vu à la Coupe du Monde. Et moi, je serais le prince, son employeur. Je me dirais, quand même, je te paye tant par mois, donne-moi ton maximum, gars, parce que je l'ai vu ton maximum. Et c'est ça que j'attends de lui. Moi, je trouve intéressant, c'est effectivement le capital confiance avec lequel il va arriver. Il va jouer dans l'esprit d'exprimer son art, quoi. Voilà, alors il va gérer son temps, ça il sait le faire, il va pas se donner 90 minutes, mais en tout cas, on va encore voir des passes et des buts de qualité parce qu'il sera complètement décomplexé. Ça c'est le talent, ça. Non, je te dis, c'est le talent. C'est tout l'avantage, il va jouer dans la fleur de son art. Quand il y aura des matchs avec des champions, il faudra plus que le talent. Est-ce qu'il sera présent en fait ? Bien sûr, il a envie de gagner cette on en reparle en mars. Et si on parle technique, on parle positionnement, il faut parler aussi de positionnement. L'entraîneur de l'Argentine, il a placé plus en avant pour qu'il n'ait plus que 15-20 mètres. Quand il accélère, c'est fini. Après, il est un petit peu plus, où il a 40-40 mètres. Galtier va s'adapter. C'est un grand entraîneur qui sait s'adapter. C'est ça. Galtier, votre entraîneur à vous, monsieur. C'est un grand entraîneur. Grand entraîneur, je peux faire Klopp ou je sais pas moi, Guardiola, mais grand entraîneur Galtier. Attendons un petit peu. Grand entraîneur français. Enfin, le débat de grand entraîneur, c'est pas un débat que j'aime prendre, puisque pour moi, grand entraîneur va avec grand joueur. Je veux dire, grand entraîneur de vouloir foutre l'US en soi, ils sont pas champions du monde. Donc faut pas me dire grand entraîneur, ça veut rien dire. Pour moi, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut regarder, ça ne veut rien dire, mais jamais Corandi. Scaloni est un grand entraîneur aujourd'hui. Mais attends, laisse-moi finir. Aujourd'hui, mais avant, il était pas. Mais je vais prendre la question dans l'autre sens. Est-ce qu'on va appeler Duprat à la tête du Barça ? Duprat. Mais il pourrait entraîner le Barça. Il pourrait. On pourrait l'appeler. Mais on pourrait l'appeler. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous montre ? On vous montre qu'au PSG, n'importe qui peut avoir les clés du camion. Est-ce qu'on les donne à Galtier ? Voilà. Bien sûr. Moi, je ne suis pas grand entraîneur. Et puis Guardiola, un grand entraîneur, il n'a rien gagné à part le Barça. C'est un grand DRH. Dès qu'il a quitté le Barça, il n'a plus rien gagné. D'accord. Je pense que ce gars a révolutionné le foot. Il a révolutionné quoi ? Mais avec quoi ? Quel jeu ?
Bah oui, ah oui, la possession, ouais, super. Bah, il a révolutionné le foot. Ouais, et oui, comme l'Espagne. Mais en fait, Comme l'Espagne. on peut en faire un sujet. Mais non, mais on va pas en faire un sujet. Mais quand t'as un pays comme l'Italie qui a toujours reconnu ses coachs comme les meilleurs au monde, je parle des coachs italiens, qui te dit que même Guardiola a tué notre foot parce que tout le monde veut le copier, c'est quand même qu'il est pas rien. C'est pas rien quoi. tout le monde ne veut pas le copier. Diego Simeone n'a jamais voulu le copier. Scaloni ne veut pas le copier. Il y a plein de gens qui veulent pas le copier. Klopp ne le copie pas. Klopp ne le copie pas. Mais il a révolutionné rien du tout. Il n'a rien gagné, Benjamin. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Moi, un mec, pardon, pour vous, et je respecte ça, mais il n'a rien révolutionné. Le mec, depuis qu'il a quitté le Barça à sa maison, il n'a rien gagné à part des championnats domestiques. Voilà. Ah bon, puisque Manchester City l'a fait venir pour gagner le championnat d'Angleterre, il n'a pas besoin de lui. On s'est ramassé dans Pellegrini l'a fait, enfin je veux dire, Manchester City l'a pas fait venir Guardiola pour gagner le championnat domestique. On peut parler de Mourinho aussi. Écoutez, Mourinho a eu son époque. Voilà. Je sais pas, Mais il n'a rien révolutionné. Mais non, ne dis pas ça. Enfin, je sais pas. Si, je le dis. Mais je le dis. Si, je le dis. Tu aimes le beau jeu, ok. Moi, je suis un mec. Je mets des brousoufs dans un club. C'est pas pour que tu fasses 20 millions de passes et qu'à la fin des comptes, tu n'es pas la Ligue des Champions. Je te parle de révolutionner le jeu. Ce mec-là a été une référence. En quoi a-t-il révolutionné le jeu? Mais dans l'évolution du jeu technique, bien sûr. C'est-à-dire? Mais comment ça? Oui, mais expliquez-moi. Oui, il a révolutionné le jeu technique. D'accord. Oui, et donc? Mais ce qu'on appelle le tiki-taka aujourd'hui, c'est clairement lui qui l'a amené. Et qu'est-ce que l'Espagne a joué quoi? L'Espagne a joué quoi? Non, mais qu'est-ce que l'Espagne a joué pendant la Coupe du Monde? Tu vas pas comparer l'Espagne. L'Espagne a joué quoi? Mais voilà. Mais Guardiola, c'est pareil. C'est un mec qui joue sans attaquant. Qui a déjà gagné la Coupe du Monde sans un attaquant? Ben écoute. Aujourd'hui, il joue avec un homme. Donc, Guardiola. Oui, aujourd'hui. Il a révolué. Aujourd'hui. Il a changé aussi ça. Aujourd'hui. Mais tu peux pas me dire là. Mais Tiki-Taka, c'est pas une référence. Ils ont un titre. Aujourd'hui, le football a changé. On voit bien que l'Espagne, par exemple, avec cet exemple, ce système-là, est dépassé. Il faut passer à autre chose. Et on est passé à autre chose. Maintenant. Non, mais l'Espagne est dépassée avec son système de Tiki-Taka. Ah bon, d'accord. Ah bon, d'accord. Ben voilà. Il faut avoir une vision. Ah, messieurs, excusez-moi, moi j'ai pas joué au foot. Moi je regarde les stats. Une équipe qui fait 1225 passes dans un match et pas de tir au but. Je suis désolé. On va des deuxième but de l'Argentine. Ça, c'est un exemple de transition. Non, je n'ai pas dit que Guardiola est une pipe. Ce que je dis, c'est que vous dites ici que Guardiola a révolutionné le football. Et moi je dis, tout le monde le dit. Mais ça c'est tout le monde. Mais moi je m'appelle Ronny Béral, vous savez. Je suis pas tout le monde. Donc je dis, non mais tout, je suis pas grand coach. Mais j'ai dit tout à l'heure que je n'étais pas grand coach. Je dis, mais c'est pas grave. Mais il a le droit de le dire. Mais moi je dis que dès que Guardiola avait quitté le Barça, il n'a rien fait. Il n'a pas gagné de titre majeur au Bayern. Il n'a pas gagné de titre majeur avec Manchester City. Je parle de Ligue des Champions. Mais quand tu perds contre le Real, de cette tu as perdu la Ligue des Champions qui domine tout. Ah ben bravo. Eh ben la France a perdu contre l'Argentine, elle est championne du monde. Mais de quoi tu non. Tu me dis quand elle perd contre le Real, il peut perdre contre Saïvlet. Il perd. Ronny, le Bayern de Guardiola s'est fait. Ils ont perdu. Il n'a pas gagné, Benjamin. On le paye pourquoi? Pourquoi on vire un entraîneur? C'est parce qu'il ne gagne pas. Ronny, tu peux me laisser finir? Tu peux me laisser finir? Oui, alors fini. On va terminer. Très chers amis téléspectateurs, on va l'inviter de nouveau. Sur la qualité de la finale. On va l'inviter de nouveau parce qu'avec lui les débats sont passionnés. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu ne peux pas me dire que Guardiola n'a rien gagné et que c'est un mauvais entraîneur. J'ai dit qu'il n'a pas gagné, à part les titres domestiques, il n'a rien gagné. Quand il se fait éliminer par le Real d'Ancelotti et de Zidane qui domine tout, par le Barça 2015 ils sont sortis par Lyon aussi une année, donc s'ils n'ont pas chaque année, c'est une excuse. Mais non, mais là tu me parles du Final Four, mais je te parle de il s'est fait sortir par Lyon. Mais c'est pas parce qu'il s'est fait sortir par Lyon que c'est un mauvais entraîneur pour autant, c'est ce que je te dis. J'ai pas dit qu'il est mauvais. J'ai dit que c'est pas pour moi une référence. Je te parle d'un mec qui a été une référence pour beaucoup d'entraîneurs. Mais ça c'est le problème des entraîneurs. Moi je suis pas entraîneur, c'est un mauvais entraîneur. C'est pas ma référence. Je suis désolé. Lui-même il est une référence. C'est pas ma référence. C'est pas une question de style. Pour moi ce n'est pas ma référence parce que je dis. Écoute, ah bon? Pourquoi on va payer? Voilà le prisme du résultat. Mais c'est pour ça. Et pourquoi on le paye au Barça? Je crois que ce prisme du résultat là, je pense que malheureusement c'est quelque chose qui a foutu notre aussi en Guadeloupe. Mais aujourd'hui c'est ce qui compte. Benjamin, je suis désolé, c'est ce que demande un président de club, ce sont des titres.
Donc voilà, Non, il aurait Guardiola qu'il gagne le championnat d'Angleterre chaque année, c'est très bien, ok, super. Ce que les mecs de quand même le Dubaï faire, veulent, c'est la Ligue des Champions. Comme au PSG, c'est pareil. Au PSG, les mecs, ils veulent la Ligue des Champions. Pourquoi on le vire pas? Il est là depuis 5 ans. Pourquoi on le vire pas alors? Ben, j'en sais rien, moi je suis pas actionnaire du club. Sauf que je vous dis pas forcément mieux ailleurs. Je vous dis que voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas forcément mieux. Et ils gagnent C'est même ce que pas je le te championnat domestique chaque année. Il y a Liverpool, il y a Liverpool, mais t'as quand même un championnat. Alors vous me dites, comme il a perdu contre le Real, le champion en titre, maintenant il peut perdre contre le Real. Le PSG a perdu contre qui l'année dernière? Le PSG. Ouais, en Ligue des Champions, ils ont perdu. Qu'ils ont été éliminés par qui? Par le Real. D'accord. Donc c'est ce que je te dis. Mais en fait, on peut se contenter de ça alors. Quel rapport? Non, mais vous me dites qu'ils ont été éliminés quand une équipe se fait sortir par le vainqueur. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que derrière, tu as quand même une équipe qui élimine ce Guardiola-là, mais c'est une équipe qui va au bout derrière. C'est ce que je te dis. Mais c'est exactement la même chose pour le PSG. Ils ont été éliminés par l'équipe qui allait au bout. Donc c'est pas un échec. Non, c'est un échec. Désolé, là, on parle pas de la même chose. Mais si, on parle de la même chose. Tu me parles d'un entraîneur que tu considères comme un moins que rien. C'est ce que non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que c'est un moins que rien. J'ai dit. On a le droit de l'interpréter comme ça. Non, c'est pas une émission, mais c'est clair. Mais c'est pas un entraîneur qui, pour moi, oui, il a révolutionné le football. Ok, très bien. Maintenant, quand je. C'est pas bon ça. Et après. Mais je pense que c'est plus bas tu le dire que c'est la fin de la possession. Il ne faut pas dire c'est fini. Non, Pascal, c'est fini. Non, il faut dire qu'il n'y a pas un attaquant. C'est que cette génération, c'est qu'il n'y a pas un attaquant qui est finition, qui est de l'équipe. On fait que dire que c'est plus. C'est bon à voir quand il y a un maîtrise qui peut avoir une finition derrière. Je suis désolé, moi je suis pas. Encore une fois, je le dis. Si tu mets Lewandowski à je n'ai pas la prétention d'être un footballeur. Je ne l'ai jamais été, j'étais gardien de but. Très peu de temps. Messieurs, je suis désolé, ce jeu-là a fonctionné au Barça pour une et seule unique raison. Parce qu'il y avait des mecs qui étaient capables de déclencher. Les Silva, là, il y avait un petit Silva. Je ne sais pas comment il s'appelle. Il y avait Messi, il y avait David Villa. Ces mecs-là, des mecs qui déclenchent au dernier moment. Si tu fais des passes, 20 millions de passes, tu peux me mettre moi, Patrice Basile et Pascal Bon au Barça, on va faire la même chose. Hein. Moi, je suis désolé. Oui. Mais si t'as pas un mec qui... C'est pour ça que l'Espagne a perdu son match. Parce que qui déclenchait là pour l'Espagne? Ils avaient rien. C'est qui, Gavi, machin, c'est pas ces mecs-là qui font ça. Donc c'est des mecs comme Neymar, des mecs comme ça qui font, voilà, qui faisaient exploser la défense après un certain nombre de passes. L'équipe d'Espagne, qui composait l'équipe d'Espagne, c'est beaucoup de joueurs moyens, enfin pas moyens, mais c'est une formation, on va dire, une formation. C'est bizarre. Je me rappelle d'une discussion avec vous avant la Coupe du Monde. J'ai pas entendu que l'Espagne était une équipe moyenne. Laisse-moi finir, Ronny. Ce que je te dis, c'est que l'Espagne, quand tu regardes l'équipe qui compose l'Espagne, tu as beaucoup de joueurs qui sont remplaçants dans le championnat. C'est à ça aussi qu'il faut que tu regardes. Il n'y a pas de leader, par exemple, un numéro 9 comme Morata était remplaçant. Il l'a mis en tant que remplaçant, Morata. Donc, en fait, si tu veux, je veux bien que tu puisses dire que l'ère de possession, elle commence un peu à passer de mode, comme on dit. Là, je suis d'accord avec toi. Mais derrière, il y a beaucoup de circonstances, il y a beaucoup de conséquences qu'il faut savoir analyser aussi. Peut-être. Bah non, pas comme ça. Tu as une finition, c'est différent. Voilà, c'est peut-être différent. Je pense à l'Allemagne qui s'est créée. Messieurs, avec ma grand-mère s'appellerait Marcel. Voilà, messieurs, je vous propose de souhaiter de bonnes fêtes à nos amis téléspectateurs, parce que nous avons sorti les tenues de circonstance. C'est pour justement terminer en beauté avec un petit message sympathique à l'adresse. Ça s'appelle un pull de Noël, monsieur. Vous n'avez pas fait les marchés de Noël, vous hein? Oui, c'est vrai que nous, on peut que souhaiter à nos passionnés, à ceux qui nous suivent, de passer de bonnes fêtes malgré ce qu'on a entendu un peu partout, qui pourrait avoir comme résistance et quelques turpitudes au niveau du courant électrique. En tout cas, on va passer quand même de bonnes fêtes, raisonnables sur les routes, raisonnables aussi de la consommation sur les routes et en dehors des routes. Et puis on se retrouve en 2023 pour de nouvelles aventures et de nouveaux pronostics. Et puis on essaie d'avoir ce 14, ce 15 bon pour pouvoir glaner ces 1 million, 2 millions d'euros. Moi je note que Patrice Basile nous doit un repas, mais bon, je le dis c'est ça. Absolument. Voilà, parce qu'il a été richement doté gavé par la Française des Jeux. Et Guillaume et moi nous réclamons comme c'est notre pronostic de la victoire de l'Argentine. De votre part, messieurs. Bien sûr. Patrice Basile. De toute façon, je souhaite moi aussi joyeux Noël et de bonnes fêtes à tout le monde, que chacun ait les cadeaux qu'il mérite, qu'il ait envie. Nous, on n'a pas eu l'étoile, mais bon, d'autres l'ont eu. Et puis, que tout le monde, tous les Guadeloupéens soient heureux pendant cette période où, normalement, on doit être en famille et surtout penser aux autres, penser aux personnes âgées, aux gens qui sont seuls.
et à tous ceux qui nous regardent et qui nous ont regardés depuis toutes ces années. Hein, on espère que l'année prochaine sera une belle année à nouveau. Oh bah, Feliz Navidad à todos, hein, comme on dit là. Puis moi j'ai trouvé un troisième petite étoile, là, donc je vais la garder, je vais la coudre, c'est bon, là c'est fait, voilà. Donc je suis impatient de vous voir l'année prochaine et en espérant que la Ligue 1 se passe pour le mieux. Bah, je ne serai pas long, hein. Je souhaite évidemment de bonnes fêtes à tout le monde et qu'on soit vigilant pour cette fin d'année, c'est surtout ce que c'est tout le message que je vais faire passer, pardon. Merci messieurs, moi je vais souhaiter également de bonnes fêtes, hein. Je vais pas, on va rien inventer, de bonnes fêtes à tous, une pensée particulière à tous ceux qui sont malades, à tous ceux qui sont dans la difficulté, parce qu'il y a aussi des gens dans la difficulté, une petite pensée pour eux, donc si le 24 au soir j'ai la possibilité de donner quelques repas à quelques personnes, je le ferai bien volontiers, puisque je sais que c'est pas toujours facile et pas pour tout le monde, donc c'est déjà pas facile pour moi. Donc, je veux dire, je peux imaginer que ça ne le soit pas pour tout le monde. Donc, et puis, une petite demande particulière à ceux qui seront sur les routes lors des 2 réveillons des 24 et 31 décembre. Faites attention, levez le pied. Et puis, si vous avez bu, soyez pas orgueilleux, restez dormir sur place. C'est mieux, ça évite de mettre des familles dans la peine et dans la détresse. Donc c'est tout ce que je demande à tous. Et on se retrouve bien évidemment pour de nouvelles aventures dès janvier prochain sur Éclair TV. D'excellentes fêtes à vous. Et puis messieurs, merci à vous et bonne fête chez vous également. On a des invités là, on a le Père Noël. Non, ouais, le Père Noël est arrivé. Il est arrivé. Il est arrivé. Merci, bonne soirée. Et puis merci à Bruno Perruche pour la réalisation technique de cette émission.